Cactus, l'entretien du jour reçoit Aliou Bari, juriste spécialiste des questions de défense et de sécurité. Avec lui, nous évoquons les questions des droits de l'homme en Guinée, à la place que lui confère le gouvernement guinéen. Et enfin, nous nous intéressons à la paix et la sécurité en Afrique. Aliou Bari, bienvenue. Bonjour. Pourquoi avez-vous fondé en 2008 en Guinée l'Observatoire national de la démocratie des droits de l'homme? Alors c'est un choix volontaire que j'ai fait parce que je vivais en France et j'ai été rappelé en Guinée par le Premier ministre d'alors, M. Lansana Kouyaté. Et je me suis dit, avant de partir, je suis parti rencontrer M. Stéphane Hessel, qui pour moi est mon mentor sur le problème des droits de l'homme. Et je lui ai dit que je suis appelé en Guinée pour accompagner le Premier ministre. Alors qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, vu l'histoire de ce pays, vous serez inspiré de mettre en place un vrai observatoire des droits de l'homme parce qu'il faut accompagner ce pays dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Voilà pourquoi, quand je suis arrivé en 2008, j'ai proposé la mise en place de cet observatoire. Malheureusement, le Premier ministre de l'alors, M. Kouyaté, n'a pas eu le temps ou les moyens de mettre en place. C'est le Premier ministre suivant, c'est M. Souaré, qui a pris un arrêté pour mettre en place cet observatoire qui, à l'époque, était une fenêtre ouverte pour la mise en place d'une institution nationale des droits de l'homme. Alors, selon vous, la question des droits de l'homme a su être entendue et comprise par Alpha Condé, président de la Guinée? Quand je regarde en arrière sur ce parcours-là, je suis plus ou moins satisfait parce que jusqu'en 2008, il était impossible de parler de droits de l'homme à l'intérieur du gouvernement. Il a fallu la mise en place de cet observatoire pour que les autorités gouvernementales commencent à prendre conscience qu'il est temps qu'aujourd'hui l'État soit le premier protecteur des droits de l'homme. Et aujourd'hui, bon, je me réjouis qu'il y a déjà un ministère des droits de l'homme, bien que c'est une anomalie institutionnelle. Et on est en train de travailler pour que soit mis en place dans ce pays une vraie institution nationale des droits de l'homme répondant aux principes de Paris. Alors, Khalifa Gassama Diaby, ministre guinéen des droits de l'homme, a déclaré « La question des droits de l'homme n'est toujours pas une priorité en Guinée ». C'est assez décourageant, surtout de la part du ministre en charge de ce département. Oui, c'est-à-dire que le ministre actuel a un véritable problème. C'est-à-dire que dans tous les pays, même en France, on l'a vérifié, c'est une anomalie, je le disais tout à l'heure, de créer un ministère des droits de l'homme. Parce qu'il est à la fois entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire son rôle devait être uniquement de la promotion, c'est-à-dire que initier, appuyer les actions de droits de l'homme au sein du gouvernement. Malheureusement, il a deux fois des comportements de protection comme les ONG. Et j'étais très choqué, personnellement, j'étais même très déçu parce que c'est quelqu'un que je connais, qui a de vraies convictions. Ça m'a surpris d'entendre dire. C'est qu'il l'a constaté. Le problème, c'est qu'il a une véritable difficulté parce que dans ce pays, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, le premier acteur qui viole les droits de l'homme, c'est l'État. Donc il est dans une difficulté, il est à la fois dans la solidarité gouvernementale et dans la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi nous, on essaie de lui dire que son rôle, c'est plutôt de convaincre ses homologues et le gouvernement de prendre en compte les problèmes des droits de l'homme. Il n'est pas dans un rôle de protection, mais malheureusement... L'État n'a pas ce rôle, selon vous, de protection des droits de l'homme? Tout à fait, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est-à-dire où l'armée a un poids important, c'est surtout l'État qui viole. Quand il y a des manifestations en Guinée, c'est surtout les forces de l'ordre qui s'activent pour faire des violations des droits de l'homme. Donc il est dans une équipe où le pays sort d'une histoire très compliquée et je pense qu'une fois que sera mis en place dans ce pays une véritable institution nationale des droits de l'homme qui répondrait aux principes de Paris, il serait inutile de mettre en place un ministère des droits de l'homme. Peut-on dire que la politique pénitentiaire en Guinée a encore du chemin à faire? Mais alors là, vous posez une question très intéressante. D'abord, la politique pénitentiaire n'existe pas. C'est pourquoi le ministre de la Justice actuel, dès sa prise de fonction, a pris un arrêté pour mettre en place une commission pénitentiaire, pour lui permettre de réfléchir sur la cartographie pénitentiaire, sur la politique pénitentiaire. Et d'ailleurs, récemment, il y a quelques jours, il m'a nommé, j'ai eu l'avantage d'être nommé comme directeur national adjoint de l'administration pénitentiaire. Donc on va essayer de travailler, c'est
l'objet de ma visite à Paris pour voir comment le ministère de la Justice peut nous accompagner pour mettre en place une vraie politique pénitentiaire dans le pays. Oui, pour le moment, elle n'existe pas. Oui, parce que d'ailleurs, un récent rapport de l'ONU, intitulé « Rapport sur la situation des droits de l'homme dans les lieux de détention en République de Guinée », accable véritablement les situations, les conditions de vie des détenus. Et tout à fait, c'est-à-dire que ce qui se passe en Guinée, ça se passe dans beaucoup de pays, c'est-à-dire on a une notion dans les pays d'Afrique, notamment en Guinée, de la notion de détention, c'est-à-dire on emprisonne les gens pour qu'ils restent en prison. Alors que le rôle de la prison, c'est justement quand vous rentrez en prison, c'est de vous permettre de ressortir dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, ce pays, d'abord, il n'y a pas de prison en Guinée, c'est des mouroirs. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aujourd'hui, et c'est le rôle, c'est ce que le ministre nous a assigné, c'est de réfléchir pour mettre en place une vraie politique pénitentiaire, une nouvelle cartographie pour qu'on puisse à la fois mettre en place des actions alternatives à l'incarcération. C'est en Guinée, vous verrez par exemple un jeune qui rentre à 15 ans, qui fait 10 ans en prison, quand il ressort, il est plus abîmé qu'il est rentré. Donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique, notamment de la part du ministre de la Justice, de vraiment dessiner un vrai contour d'une nouvelle administration pénitentiaire. Alors, toujours en Guinée, les femmes et les enfants sont particulièrement touchés par la question des droits de l'homme. Pour exemple, l'UNICEF enregistre 200 femmes violées dans la région de Conakry pour la seule année de 2014. Et environ 700 femmes ont été victimes de violences dans toutes sortes de villes du pays. Qu'est-ce qui est concrètement fait pour leur sécurité ? Ce problème, comme je vous disais tout à l'heure, ce pays a vécu une histoire très mouvementée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'après la mort du général Lansana Conté, il y a eu les militaires, il y a eu l'épisode du CNDD. Donc il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Et effectivement, la population la plus victime des problèmes de violation des droits de l'homme, c'est les jeunes et les femmes. Vous vous souvenez qu'il y a eu le problème du 28 septembre où la grande majorité des victimes, ce fut les femmes, mais il est aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce pays, réjouissant, c'est le dynamisme des organisations des droits de l'homme. Il y a beaucoup aujourd'hui d'ONG en Guinée qui ont pris conscience et qui alertent le gouvernement. Pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a des activistes des droits de l'homme qui sont partis jusqu'à faire une grève de la faim pour demander la démilitarisation d'une zone à Womé, en région forestière. Donc il y a une société civile, notamment les activistes des droits de l'homme, qui sont très dynamiques. Nous allons aborder à présent les questions de paix et sécurité en Afrique. Selon vous, qu'est-ce qui explique que l'Afrique soit autant victime d'insécurité chronique et de zones de conflit intenses ? Alors ça, c'est une question très intéressante. Ça remonte, je pense, au sortir même des indépendances. Si vous relisez toute l'histoire de l'Afrique, tous les panafricanistes, de Nkrumah à Sékou Touré en passant par Lumumba, les gens ils se sont tous préoccupés de la politique, c'est-à-dire de mettre en place un parti unique. Et chaque personne s'est souciée du problème de la sécurité. De telle sorte, au sortir des indépendances, on a confié la gestion sécuritaire des États par le biais des accords de coopération à l'ancienne puissance coloniale. En Guinée, ce fut l'Union soviétique, parce que le pays s'est tourné vers le bloc de l'Est. Mais si vous vous souvenez, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, tous ces pays ont délégué à la puissance coloniale leurs problèmes sécuritaires. Et il se trouve qu'ils n'ont pas pris en compte le problème de défense nationale. Et 30 ans après, on s'aperçoit qu'il n'est pas possible de construire un développement, de construire une paix durable sans la sécurité. Et on se rend compte aujourd'hui que les armées qu'on a mises en place ne répondent pas à ces missions. C'est pourquoi il y a beaucoup de débats aujourd'hui pour savoir, et ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso illustre à juste titre l'incapacité des forces armées, des armées africaines à assurer la sécurité ou le développement. Donc il y a une véritable réflexion à mener sur le rôle et le format des armées africaines. Comment expliquer que l'Afrique abrite le plus grand nombre d'opérations de maintien de la paix et qu'elle totalise à elle seule le plus de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les questions de paix et de sécurité internationale? Il y a un paradoxe. Bien sûr, c'est pourquoi je vous dis, c'est-à-dire à partir du moment où les États africains, regardez ce qui se passe au Mali, la CEDEAO a été complètement absente. C'est-à-dire que les États africains, d'abord en interne, n'ont pas une politique de défense stable, fiable. Et au niveau sous-régional, les États africains, mis ensemble, n'ont pas pu définir une véritable politique nationale, une politique collective de défense. Alors il se trouve aujourd'hui que c'est les Nations Unies,
par le biais de la France ou des États-Unis qui assurent la sécurité des États. Et comme il y a beaucoup de conflits dans ces États et les États sont incapables d'assurer leur sécurité, on a délégué ça aux Nations Unies. C'est pourquoi, si vous vous souvenez, aujourd'hui, vous regardez la RDC, ça fait plus de 20 ans qu'il y a la MONUC, c'est la mission des Nations Unies pour le Congo, et il n'y a pas la sécurité. On a engagé des réformes de secteur de sécurité, on ne voit parce que les États ne prennent pas en compte le problème de la sécurité. L'UEMOA a fêté ses 20 ans, une cérémonie au cours de laquelle les questions de paix et de sécurité ont été abordées. N'est-ce pas là une utopie ? Je ne dirais pas une utopie. S'il y a une organisation sous-régionale qui fonctionne, à mon avis, sur le plan économique d'abord très bien, c'est l'UEMOA. Mais depuis quelques années, l'UEMOA a pris conscience de la nécessité d'assurer la paix dans la sous-région. Donc ils ont ouvert un chantier qu'ils ont appelé chantier paix et sécurité. Et il y a beaucoup de réflexions. Je pense que c'est, à mon avis, c'est l'une des organisations les plus armées pour assurer. Mais malheureusement, elle fait partie de la CEDEAO. Et la CEDEAO actuellement tarde à mettre en place une vraie politique collective de défense. Oui, parce qu'une politique globale de maintien de la paix et de sécurité est-elle efficace lorsqu'on sait que chaque pays africain doit faire face à sa propre problématique dans un premier temps? Non, mais moi, je suis parti jusqu'à dire, c'est l'ex-président du Bénin seulement qui a entendu cette motion, je pense qu'il faut arriver à terme à la suppression des armées africaines telles qu'elles existent aujourd'hui. Vous prenez chacun des États, aucune armée n'est capable de faire face à des problèmes de sécurité. Donc, qu'est-ce que vous préconisez? Il est temps que, par exemple, dans tous ces pays, qu'on privilégie plutôt une vraie gendarmerie, une vraie police efficace pour le maintien d'ordre et pour la sécurité des biens et des personnes en interne, et qu'on collectivise, c'est-à-dire qu'on mette en commun la sécurité, par exemple, des façades maritimes, la sécurité aux frontières. Regardez, il n'y a aucun État aujourd'hui qui est capable, dans le golfe de Guinée, d'assurer la sécurité de sa façade maritime. Donc vous avez beaucoup de pêche illicite, vous avez beaucoup de bateaux japonais, chinois, russes qui viennent pêcher parce que les États ne peuvent pas. La Guinée est incapable aujourd'hui d'assurer la sécurité de sa façade maritime. Pourquoi elle ne se mettrait pas en commun avec le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria, dans le cadre même de l'UMO, de la Mano River ou de la CEDEAO, parce qu'aucun des États n'est capable, n'a les moyens d'assurer sa sécurité aux frontières et sur les façades maritimes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous alors? Il faut réfléchir sur les missions des armées, il faut refaire les formats des armées, privilégier plutôt les actions qui rentrent dans le cadre de développement, c'est-à-dire dans des pays comme la Guinée, développer un véritable service de santé des armées, un véritable service du génie, et une vraie gendarmerie et police. Mais où est-ce qu'on obtient les moyens pour le faire? Il existe, c'est-à-dire que ces États, justement, le problème c'est que si vous prenez, regardez par exemple, sur le problème des élections en Afrique, par le biais de la communauté internationale, on a mis des milliards en Guinée pour organiser des élections et financer une CENI. Mais si on avait réfléchi plutôt à mettre tous ces moyens pour faire une vraie police nationale, une vraie gendarmerie et surtout préparer une vraie administration électorale locale, je pense qu'on aurait gagné beaucoup plus en efficacité que ce qu'on fait actuellement. Aliou Bari, diriez-vous qu'il est évident que durant plusieurs années, une majorité des chefs d'État africains ont opté pour des politiques de défense et de sécurité leur permettant d'assurer la longévité de leur régime? Mais tout à fait, c'est-à-dire que ce qui se passe au Burkina est l'illustration parfaite. C'est-à-dire que tous les États africains, tous les chefs d'État africains, dans leur grande majorité, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pourquoi derrière l'armée ne remplit pas ses rôles. Ils ont créé une armée qui est plutôt dans le rôle de protéger le fauteuil présidentiel. C'est-à-dire c'est une armée qui a fait plus serment de fidélité au chef d'État en place qu'un serment de fidélité aux institutions et à la Constitution. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, vous prenez tous ces pays, à côté d'une armée qui est plus ou moins, qui n'a pas les moyens, qui est plus ou moins désarmée, ils ont créé à côté une garde présidentielle ou une brigade présidentielle ou une sécurité présidentielle où les gens sont beaucoup mieux lotis. Donc les chefs d'État ont pensé, comme au Burkina ou ailleurs, qu'en protégeant leur fauteuil, ils assuraient leur longévité politique. Malheureusement, ils s'aperçoivent que la jeunesse africaine est en train de comprendre, elle est en train de s'éduquer, elle ne peut plus supporter que des chefs d'État s'éternisent pendant des années dans le seul souci de maintenir leur fauteuil présidentiel au détriment du développement économique. Aliou Bari, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Cactus, c'est terminé. La suite au prochain numéro. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Infomusement.